Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire sur les dirigeants. Je serai accompagné de Fadali Agoro, formaliste au sein de la Gazette Solutions. Bonjour. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un nouveau webinaire, le second, suite à celui sur la fusion. Et nous allons traiter plus précisément du départ et de l'arrivée d'un nouveau dirigeant au sein d'une société. Pour cela, nous allons voir dans un premier temps le cadre juridique, dans un second temps les pièces indispensables, ensuite la saisie de la formalité sur le guichet unique, le décès d'un dirigeant, et enfin les erreurs fréquentes lors de la nomination ou de la démission d'un dirigeant. Donc, concernant le cadre juridique, la nomination ou le départ d'un dirigeant est l'une des formalités les plus courantes, mais aussi l'une des plus sensibles dans les vies de l'entreprise. Depuis le 1er janvier 2023, comme vous le savez, toutes les formalités d'entreprise sont obligatoirement dématérialisées et centralisées via le guichet unique des formalités des entreprises, qui est lui-même opéré par l'INPI. Avant cela, toutes les formalités d'entreprise étaient faites via Infogreffe. Cette réforme a donc profondément modifié les pratiques, puisque désormais nous avons un outil unique pour toutes les formalités, une saisie qui est entièrement en ligne, et une transmission qui est automatique aux organismes concernés. Donc on a le greffe, l'INSEE ou encore les administrations. En théorie donc, la démarche est simplifiée. Je dis bien en théorie, car vous le savez, dans la pratique, le guichet unique a eu du mal à se mettre en place. Toutefois, la déclaration d'un dirigeant ne se limite pas forcément à une simple mise à jour administrative. Elle a des conséquences juridiques, financières et opérationnelles qui sont immédiates. Qui représente légalement la société? Qui peut engager l'entreprise auprès des banques, partenaires ou administrations? À partir de quelle date le dirigeant est-il responsable ou libéré de ses fonctions? Une erreur de saisie peut donc entraîner un rejet de la formalité, un blocage du CABIS, des retards bancaires ou contractuels, ou encore des risques de responsabilité pour la société ou le dirigeant. De nombreux professionnels constatent donc que certaines options sont mal comprises. Nous avons la nomination, la cessation ou encore le cumul. Les dates, les rôles et les pièces jointes sont source d'erreurs fréquentes. Et en résultat, nous avons des formalités qui sont pourtant simples à la base, qui peuvent devenir longues, complexes et parfois bloquantes. L'objectif aujourd'hui est donc très opérationnel. Il s'agit de comprendre ce qui doit être préparé en amont, que ce soit juridiquement ou administrativement, excusez-moi, savoir comment saisir correctement l'arrivée ou le départ d'un dirigeant sur le guichet unique, identifier les pièges les plus fréquents et surtout comment les éviter. Donc concernant le cadre juridique, avant de saisir une formalité sur le GU, il faut d'abord répondre à une question qui est très simple: qui décide quoi et à quelle date? La réussite d'une formalité de nomination ou de départ repose donc sur la cohérence entre votre décision juridique et votre saisie INPI. Le guichet unique, quant à lui, il n'invente rien, il retranscrit une décision qui est déjà prise. La formalité varie donc selon la forme juridique de la société, notamment pour le cas des TNS, le type de dirigeant concerné, ou encore le mode de gouvernance prévu par les statuts. Par exemple, en SARL, nous serons en présence de gérants potentiellement TNS. En SAS, nous aurons un président, directeur général et pourquoi pas un directeur général délégué. En SA, un président du conseil d'administration ou encore un directeur général. En SCI, nous serons en présence de gérants. Et en SNC, nous aurons l'entièreté des associés et des gérants qui seront TNS dans le cas où ils sont associés. Attention tout de même, sur le guichet unique, le rôle sélectionné doit correspondre exactement au rôle qui est prévu par les statuts. Si on fait un mauvais choix, il y aura forcément un rejet. Donc la nomination et la démission, il s'agit de deux logiques distinctes. La nomination, quant à elle, c'est l'acte par lequel un organe compétent désigne un dirigeant. Elle peut intervenir à la constitution de la société, en remplacement d'un dirigeant sortant ou encore en création d'une nouvelle fonction. Pour être valable, elle nécessite une décision formelle de l'organe compétent, l'acceptation des fonctions par le dirigeant qui se fait souvent via le PV, les formalités légales via le guichet unique, afin que la société ne reste pas sans dirigeant, et enfin une publication légale que nous effectuons souvent dans un châle. La démission et la révocation, quant à elles, mettent fin aux fonctions d'un dirigeant. La première, donc la démission, est un acte volontaire qui doit être exprimé clairement pour être juridiquement valable. La deuxième, donc la révocation, n'est pas un acte volontaire puisqu'elle intervient à l'initiative des associés. Elles peuvent intervenir pour plusieurs raisons. Pour être valable, la démission et la révocation nécessitent une prise d'acte formelle de l'organe compétent, la notification de la démission ou de la révocation par la société, une date d'effet précise pour savoir quand le mandat prend officiellement fin, les formalités légales via le guichet unique afin que la société ne reste pas sans dirigeant, et enfin, encore une fois, une publication légale dans un châle. Qui est compétent pour décider?
La décision, elle doit être prise par l'organe qui est habilité et qui est donc prévu par les statuts. Donc c'est soit l'assemblée générale, l'associé unique, le conseil d'administration ou encore un autre organe, notamment par exemple dans le cas d'une SAS, ça pourrait être un PV des décisions du président. Un PV irrégulier, forcément, est égal à une formalité qui sera rejetée. Avant de passer à la saisie sur le guichet unique, plusieurs éléments essentiels doivent être parfaitement sécurisés. La décision prise doit être juridiquement valable et émaner de l'organe compétent, conformément aux règles qui sont prévues dans les statuts. La date d'effet doit être clairement définie et cohérente avec l'ensemble des documents du dossier. La publicité légale doit être réalisée dans des conditions conformes tant sur le fond que sur la forme. Et enfin, lorsque cela est nécessaire, les statuts doivent impérativement être mis à jour afin de refléter fidèlement la situation de la société, notamment lorsque le dirigeant est inscrit du coup dans les statuts. Donc je me Alors, permets d'introduire Fadali qui vous présentera le côté pratique avec les pièces indispensables et la saisie de la formalité sur le guichet unique. je te remercie. Alors, quelles sont les pièces à joindre pour pouvoir éventuellement envoyer une formalité de changement de dirigeant? Dans la majorité des rejets constatés sur le guichet unique, le problème ne vient pas de la saisie, mais plutôt des pièces que nous avons l'habitude de transmettre avec notre formalité. Donc, le document central du dossier va être, bien entendu, le procès verbal. Alors, il doit impérativement mentionner l'organe qui prend la décision, et donc cet organe-là peut être l'Assemblée générale, l'associé unique, le conseil d'administration ou autre, ainsi que la décision de nomination ou de révocation. L'identité complète du dirigeant concerné, la fonction exacte exercée, la date d'effet de la décision et les signatures requises doivent figurer de manière claire sur notre PV. Donc, le procès verbal doit être signé et daté, ce qui est normal, bien entendu. Il doit être strictement cohérent avec les statuts et ne laisser aucune ambiguïté sur l'entrée ou la cessation de fonction. Donc, un procès verbal imprécis conduit systématiquement à un blocage de la formalité. Alors, toute nomination ou révocation de dirigeant doit également faire l'objet d'une publication dans un support habilité à recevoir les annonces légales, ce qu'on a communément l'habitude d'appeler CHAL. L'attestation de parution, comment ça se présente? Quelles sont les rigueurs, que l'on doit retrouver, sur notre JAL? Eh bien, il s'agit de la dénomination sociale de la société, la forme juridique de la société, le siège social, l'identité du dirigeant sortant et ou entrant, bien entendu, et la fonction concernée ainsi que la date d'effet. Donc, une erreur fréquente qu'on a l'habitude de rencontrer est celle qui consiste à réaliser la publication sans joindre l'attestation au dossier ou à indiquer une date différente de celle qui figure dans le procès verbal, ce qui entraîne la plupart du temps un rejet de la formalité. Donc, en cas de nomination, il y a plusieurs pièces personnelles qui sont obligatoires. Et donc, le dossier doit, dans un premier temps, contenir une déclaration sur l'honneur de non-condamnation et de filiation qui doit mentionner les noms et prénoms des parents, qui doit être signé par le dirigeant et conforme aux exigences du Code civil et donc doit être daté de moins de 3 mois, mentionnant les noms et prénoms des parents. Attention, quand on dit doit mentionner les noms et prénoms des parents, c'est bien entendu nom et prénom du père, nom de jeune fille et prénom de la mère, et non le nom marital. Il nous faut également la pièce d'identité en cours de validité qui doit être lisible et complète, ainsi qu'une acceptation des fonctions. Alors cette acceptation, la plupart du temps, peut intervenir soit dans le procès verbal ou dans un acte séparé. Et la plupart du temps, l'acceptation se fait dans le procès verbal. Et donc, en l'absence de ces documents, la nomination ne peut être valable. Donc, lorsqu'il s'agit uniquement d'une révocation ou d'une démission, le procès verbal attend la cessation suffit en principe. La publication dans le journal d'annonce légale restant requise dans la majorité des cas. Donc, aucune pièce personnelle du dirigeant sortant n'est demandée. On ne veut pas nous demander de fournir la pièce d'identité en cours de validité du dirigeant que nous sommes en train de faire sortir, ce qui n'est pas logique, bien entendu. Et donc, il convient toutefois d'être vigilant. Alors, la cessation doit être clairement déclarée sur le guichet unique, car un dirigeant non clôturé reste visible au registre du commerce et des sociétés. Il convient également de porter une attention particulière au statut. Et donc, une modification statutaire ne sera requise uniquement que lorsque la rédaction de l'article prévoit que le président est, et on nomme notre président, ce qui va impliquer la plupart du temps euh, la, la mention de l'identité du dirigeant dans les statuts.
En revanche, lorsque l'article sur la gestion ou la direction ou la présidence de la société mentionne que le premier président est tel, en ce moment, la nomination ultérieure du dirigeant intervient par acte séparé et aucune mise à jour des statuts n'est nécessaire. L'absence de statut à jour lorsqu'une modification est pourtant requise constitue l'une des principales causes de rejet des formalités sur le guichet unique. Et donc, avant le dépôt de la formalité, il est fortement recommandé de vérifier la parfaite cohérence entre le procès verbal, l'annonce légale et la date des faits, de nommer clairement les fichiers transmis, de s'assurer que tous les documents sont signés et lisibles et d'anticiper les pièces spécifiques selon le type de société concernée. Et comment se présente la saisie de la formalité? Alors là, une fois le dossier juridiquement prêt, donc nous avons bien pris le soin de sécuriser la rédaction du PV, la difficulté n'est plus le droit, mais la traduction fidèle de la décision, dans les écrans sur le guichet unique. Et donc, la plateforme du guichet unique des formalités des entreprises impose une logique déclarative stricte. Et donc, il faut être très, très, très rigoureux dans cette déclaration. Et donc, chaque clic a une conséquence juridique. Une nomination ou un départ n'est jamais une création, toujours une modification. Donc, il faut donc se rendre sur la partie modification du guichet unique, rentrer le sirène de notre société et nous diriger directement au niveau de la gestion et de la direction de la société. Et là, en ce moment, nous avons la possibilité d'ajouter, de modifier ou de supprimer une personne intervenant dans la gestion de l'entreprise. Le guichet unique propose la plupart du temps plusieurs options. Donc, nous avons soit la possibilité d'ajouter un représentant légal, soit on peut supprimer un dirigeant, ou soit carrément on indique une modification de la fonction du pouvoir. Une erreur fréquente consiste la plupart du temps à déclarer uniquement une nomination alors qu'une démission ou une cessation de fonction doit également être déclarée. Et cette omission entraîne une incohérence dans la situation du dirigeant et conduit très souvent à un rejet de la formalité. Et donc, lors d'une nomination, le guichet unique va exiger que nous renseignions un certain nombre d'informations, parmi lesquelles on peut citer le nom et le prénom du nouveau dirigeant, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'adresse personnelle. Quelle est éventuellement la fonction que la personne exerce au sein de la société? Et fonction exacte qui peut être soit président, soit gérant, soit directeur général délégué. Tout dépendra de la forme juridique de notre société. Et également, il sera primordial de préciser la date d'effet de la nomination. Donc, la fonction sélectionnée doit être strictement conforme au statut. Et donc, pour une révocation, on va avoir besoin impérativement de sélectionner le dirigeant sortant, de cocher la case cessation des fonctions et d'indiquer la date des faits. Et donc, si cette étape est oubliée, le dirigeant va demeurer inscrit au niveau du RCS et la société apparaît avec plusieurs dirigeants actifs, ce qui n'est pas tout à fait l'objectif initial. Donc, il s'agit là de l'une des erreurs qu'on a l'habitude de rencontrer au quotidien. Le guichet unique demande ensuite de joindre un certain nombre de pièces, parmi lesquelles on peut citer le PV de décision, dont on avait eu l'occasion de préciser euh, les rigueurs qui doivent gouverner la rédaction de ce PV, l'attestation de parution du JAL, les pièces personnelles du dirigeant entrant et les statuts mis à jour si c'est nécessaire. Voici un certain nombre de points de vigilance à prendre en compte au moment de la saisie de notre formalité, mais aussi de son envoi. Nous devons nous assurer que notre format et le format de notre fichier est bien en PDF, que les documents sont bien signés et qu'ils sont bien intitulés. Ensuite, avant la validation de la formalité, nous devons nous assurer que nous avons bien relu toutes les données saisies, vérifier la cohérence avec les pièces jointes, contrôler les dates des faits. Et une fois validé, donc nous procédons bien entendu au paiement des frais. Le dossier est ensuite transmis automatiquement au greffe et il nous appartiendra de suivre le dossier depuis notre tableau de bord sur le guichet unique. Et donc, en cas de rejet, la plupart du temps, le motif est précisé par les services du greffe. La formalité peut être corrigée sans tout recommencer. Et donc, pour conclure sur la saisie, quelques points essentiels doivent être retenus. Dans un premier temps, il est impératif de toujours sélectionner la formalité modification dirigeant lors du dépôt. Il convient également de bien distinguer une nomination d'une cessation et de veiller à clôturer systématiquement le dirigeant sortant afin d'éviter toute incohérence au registre.
Et enfin, une attention particulière doit être portée à la parfaite concordance entre les informations saisies, les pièces jointes et les dates mentionnées dans l'ensemble du dossier. Alors, nous allons faire un petit focus sur le décès d'un gérant parce que le régime n'est pas le même selon que nous sommes en présence d'un changement de gérance tout simplement ou d'un décès de gérant. Alors, le décès du dirigeant, la plupart du temps, entraîne automatiquement la cessation de ses fonctions et donc cette cessation doit être déclarée sur le guichet unique. La cessation ou encore le décès du gérant va entraîner automatiquement, l'ouverture de sa succession et là, on parlera de dévolution successorale qui va la plupart du temps concerner la transmission des titres ou des parts sociales mais qui n'entraîne pas systématiquement la reprise des fonctions de dirigeant par les héritiers. Donc, quelles sont les pièces nécessaires quand nous sommes en présence d'un changement de dirigeant ou encore d'un décès de dirigeant? Eh bien, nous avons l'acte de décès du dirigeant, le procès verbal ou la décision qui constate la cessation des fonctions et le cas échéant, l'acte de nomination du nouveau dirigeant, les documents relatifs à la dévolution successorale uniquement si elle impacte la répartition du capital social. La saisie sur le guichet unique, eh bien, il s'agit dans un premier temps de déclarer une cessation des fonctions pour cause de décès, renseigner la date de cessation correspondant à la date du décès et fournir les pièces jointes. Je te remercie Fadali pour cette présentation pratique de la formalité qui est visée par ce webinaire. Donc finalement, comme vous pouvez le remarquer, sur le principe, il s'agit d'une formalité qui est assez simple, mais qui peut cependant se transformer en une formalité complexe si on ne fait pas attention et il y a quand même un certain nombre d'erreurs à éviter. On va vous en présenter 7, mais bien sûr, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, donc il y en a d'autres à éviter. Donc la première, ce serait de choisir le mauvais type de gérance. Je pense notamment, à la gérance en SARL. Vous allez devoir dire, sur le guichet unique s'il s'agit d'une, gérance majoritaire, égalitaire et cetera. Si vous vous trompez, les conséquences, c'est que le type de gérance détermine le régime social, donc soit il est TNS, soit il est assimilé salarié. Une erreur entraîne également un mauvais calcul des cotisations. Il y a un risque de rattrapage URSSAF, SSI avec des pénalités possibles. Et enfin, les droits sociaux sont impactés. La bonne pratique, c'est donc de calculer précisément la majorité selon les parts du gérant, les parts du conjoint marié pacsé le cas échéant, de l'enfant mineur ou encore des autres co-gérants. Il ne faut jamais se baser uniquement sur une personne et se dire il détient tout seul autant de pourcentage. Ensuite, l'erreur qu'on peut retrouver, c'est d'oublier la cessation du dirigeant sortant. Donc oublier de déclarer le départ de l'ancien dirigeant s'il y a lieu. Les conséquences sont multiples. On a donc 2 dirigeants qui sont actifs au niveau du RCS, on va avoir un blocage CABIS et enfin un refus bancaire qui est possible. Pour éviter cela, nous allons déclarer la cessation en cas de remplacement, puis la nomination avec la même date d'effet. Il peut également y avoir une incohérence des dates, c'est-à-dire des dates différentes entre le PV, l'annonce légale et la saisie. La conséquence à cela, c'est le rejet quasi systématique par le greffe de la formalité. La bonne pratique, c'est de vérifier la date de décision, la date d'effet juridique, la date déclarée sur le guichet unique. Elles doivent être cohérentes et justifiées. Ensuite, nous avons la fonction mal renseignée, ou le cumul d'autres fonctions au sein de la société. L'erreur serait de sélectionner le mauvais rôle, donc par exemple un directeur général au lieu d'un président ou encore un directeur général délégué au lieu d'un directeur général simple. Heu, ou encore de prévoir une fonction qui ne serait pas prévue par les statuts. La conséquence forcément, c'est un rejet pour non-conformité statutaire et la bonne pratique, c'est de relire les statuts avant la saisie, de sélectionner la fonction exacte mot pour mot et enfin le cumul d'autres fonctions au sein de la société. Il peut aussi arriver de joindre des pièces jointes incomplètes, voire non conformes. L'erreur courante, c'est de joindre un PV non signé, de ne pas joindre l'attestation JAL, d'avoir des pièces d'identité qui seraient illisibles ou encore des statuts non mis à jour alors qu'ils mentionnent le dirigeant. La conséquence, encore une fois, c'est une demande de complément, un allongement des délais et un rejet possible. La bonne pratique pour éviter cela, c'est de faire une checklist des pièces avant dépôt et d'avoir des documents signés et lisibles. L'erreur numéro 6, ce serait penser que le guichet unique corrige les erreurs. C'est une idée reçue. Le guichet unique ne va pas corriger les erreurs que vous avez pu faire dans votre saisie. Le greffe ne le fera pas non plus, de manière générale. Ça pouvait arriver avant, mais depuis la mise en place du guichet unique, c'est quelque chose qu'on retrouve de moins en moins. Donc le guichet unique transmet, mais il ne sécurise pas juridiquement la décision.
Enfin, la dernière erreur serait une mauvaise analyse de la situation du bénéficiaire effectif. Donc l'erreur, ce serait de ne pas vérifier si le gérant sortant est bénéficiaire effectif ou non, d'identifier le gérant sortant comme BE sans préciser son fondement, d'oublier de redéclarer le BE lorsque le gérant est bénéficiaire effectif en qualité de représentant légal, modifier inutilement la déclaration des BE alors que le gérant sortant est BE uniquement du fait de la détention de parts sociales, ne pas déclarer le nouveau gérant comme BE lorsqu'il est associé et détient plus de 25% du capital et des droits de vote. La conséquence à cela, ce serait une déclaration des bénéficiaires effectifs qui est non conforme, une demande donc de complément par le guichet unique, un allongement des délais de traitement et encore un risque de rejet du dossier. La bonne pratique forcément pour éviter tout cela, c'est d'identifier systématiquement si le gérant sortant est BE ou non, déterminer précisément le fondement de sa qualité de bénéficiaire effectif et mettre à jour la déclaration des bénéficiaires effectifs uniquement lorsque cela est juridiquement requis. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous encourageons à venir nous suivre sur les réseaux sociaux pour être avertis lors du prochain webinaire. À bientôt. Au revoir.